Bien, le temps que le professeur Weckmans mette son topo, juste quelques mots pour le présenter. Je crois que c'est pas forcément utile parce que tout le monde le connaît. On a vraiment la chance d'avoir parmi nous un expert qui est une des deux personnes d'ailleurs qui anime un site que beaucoup d'entre vous doivent connaître, sur l'anesthésie pédiatrique, le site de Louvain. Je vous recommande, il y a beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, on lui a demandé un défi en moins de 30 minutes de nous faire la substantifique moelle de l'anesthésie du nouveau-né. Donc merci d'avoir accepté ce challenge, Francis. Ça marche? Oui. Merci pour ta gentille introduction, Gilles, et merci de m'avoir invité à participer à nouveau à ce beau congrès de la Sphère Jeune à Caen. C'est toujours un plaisir de revenir ici. C'est très compliqué de parler de l'anesthésie du nouveau-né en 30 minutes. Donc je ne vais pas le faire. J'ai choisi quelques points intéressants et je remercie les orateurs de la session précédente parce que je vais pouvoir rebondir sur ce qu'ils ont dit pour vous repréciser certaines choses. Parce que un des premiers messages, c'est que, en fait, si l'enfant n'est pas un adulte en miniature, le nouveau-né n'est pas un enfant en miniature, il y a des grandes différences. Alors, l'anesthésie néonatale, c'est toujours quelque chose à risque. C'est une procédure à risque parce qu'en fait, c'est toujours une urgence, qu'elle soit vitale ou relative. Il y a souvent des anomalies congénitales associées. Il faut tenir compte de l'immaturité des organes ou de certaines fonctions. Et il y a plus de complications, il y a plus de morbidité, il y a plus de mortalité, qu'elle soit liée à l'anesthésie ou à la chirurgie. Alors, ça veut dire quoi, période néonatale? Classiquement, on parle des 28 premiers jours de vie postnatale. Donc c'est l'enfant de moins d'un mois. Mais avec les progrès de la néonatologie, on a des enfants grands prématurés qui survivent plus longtemps et donc qui restent à risque élevé jusqu'à peu près 60 semaines d'âge conceptionnel ou de semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire qu'on doit compter en même temps l'âge à la naissance, l'âge gestationnel, plus l'âge postnatal. Donc quand vous avez un tout petit à évaluer, calculez toujours, il est né à 32 semaines, il a 8 semaines, donc il est à 40 semaines. C'est une notion importante pour évaluer le risque, notamment le risque d'apnée post-opératoire. Alors, je vais vous parler essentiellement de physiologie, un petit peu de monitorage et finir par des aspects techniques. On ne va pas parler de pharmacologie, c'est un sujet important, mais on n'a pas le temps. Au passage, je vous signale que d'ici quelques mois va sortir le Memento de l'interne en anesthésie qui est consacré à la pédiatrie et à l'obstétrique et qu'il y a des livres en cours de préparation, notamment un livre qui sera dirigé par Gilles sur l'anesthésie pédiatrique et un autre par l'équipe lyonnaise qui est en cours de réédition aussi. Donc, il y a des choses qui vont arriver et vous aurez du grain à moudre. Alors, un petit mot sur la circulation d'abord. Le myocarde d'un nouveau-né est différent du myocarde d'un enfant plus âgé. Il y a moins de fibres contractiles, donc c'est un ventricule qui est moins compliant. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, et c'est exact, que le débit cardiaque dépend fort de la fréquence cardiaque parce qu'en fait, le volume d'éjection systolique est limité. Mais la courbe de Starling est différente. Deuxièmement, le couplage excitation-contraction est immature et donc notamment parce que le contrôle de la concentration intramyocardique de calcium ionisé n'est pas encore bien efficace. Et donc, ces enfants dépendent beaucoup du taux de calcium ionisé plasmatique. Donc, pensez toujours, est-ce que mon calcium est bon? J'ai mis beaucoup d'albumine, par exemple, peut-être que mon calcium ionisé a diminué. Un petit mot, vous voyez ici la courbe de Starling que vous connaissez bien. La courbe de Starling en noir, c'est la classique. Et ça, c'est une courbe de Starling qu'on pourrait voir chez un nouveau-né. Vous voyez que la pente au début est très aiguë, donc il répond bien au remplissage, mais après il y a rapidement un plateau. Donc il faut faire attention de ne pas surremplir parce qu'on va avoir un ventricule qui va être dilaté, qui va avoir une dysfonction diastolique et qui va peut-être après décompenser. Donc attention, remplissage oui, comme il en dit ce matin, mais pas trop remplir. Alors, ce nouveau-né, il va devoir passer de la vie intra-utérine avec un placenta et des chaînes d'hiver à une vie extra-utérine où il doit respirer et où sa circulation va tout doucement changer. Mais ça ne se fait pas en quelques secondes. Ça se fait en quelques jours ou quelques semaines. Première chose, le canal artériel, il reste ouvert pendant 15, 24, 48 heures. Il peut se réouvrir pendant au moins 3-4 semaines en présence d'une hypoxie, d'une hypercarbie, d'une acidose ou d'une hypothermie. Donc attention, ça peut se passer.
quand vous endormez un nouveau-né qui est apparemment en bonne santé, d'un coup il devient tout bleu, ça peut être ventilatoire, ça peut être circulatoire. De même, les résistances vasculaires pulmonaires qui étaient très élevées in utero, c'était normal, pour diminuer le passage de sang, éviter le passage excessif de sang dans les poumons, elles vont diminuer. Elles diminuent à peu près de 80% dans les 24 premières heures, mais elles mettent plusieurs jours à arriver au taux de celle de l'adulte. Une petite étude intéressante pour illustrer ça. Donc, ce sont 76 nouveau-nés à terme, tout à fait bien, score d'Apgar à 10. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait une échographie transthoracique régulièrement pendant les 72 premières heures de vie. Vous voyez, ici, ils ont regardé le nombre de canaux artériels qui restaient perméables, la direction du shunt. Vous voyez que jusqu'à 12 heures, tous les canaux étaient encore perméables et qu'il y avait des shunts au début qui étaient bidirectionnels, qui devenaient progressivement de plus en plus souvent gauche-droite. Donc vous voyez, au fur et à mesure du temps, là on est à 72 heures. À 72 heures, il y en avait encore 4 qui étaient perméables et qui avaient un shunt gauche-droite. Donc cet enfant de 48 heures qu'on vous demande d'endormir, il peut être dans ces situations-là. Donc c'est important de demander un écho cardiaque, même si on vous dit « mais il n'y a pas de souffle, il est bien, son écho d'hier était normal, il y avait juste un FOP ou un canal ». Il est où maintenant, aujourd'hui, son FOP ou son canal? C'est important pour vous, pour savoir un petit peu comment vous allez réagir s'il se passe quelque chose pendant l'anesthésie. Parfois aussi, les cardiologues vont demander à garder le canal ouvert, parce que ce canal a une fonction vitale, soit pour augmenter le débit pulmonaire en cas de problème au niveau de l'éjection du cœur droit, soit pour augmenter le débit systémique quand c'est un problème au niveau du ventricule gauche, soit parfois pour mélanger les deux, quand c'est par exemple une transposition des grands vaisseaux qu'on n'a pas encore pu faire une septostomie, soit aussi, comme c'est le cas souvent dans les hernies diaphragmatiques, pour servir de soupape en cas de crise d'hypertension artérielle pulmonaire, servir de soupape au ventricule droit. Sinon, vous avez un ventricule droit qui va devoir franchir un obstacle, qui n'y arrive pas, qui décompense, et l'enfant est mort. Là, il deviendra bleu, mais il reste vivant. Vous voyez simplement ici l'évolution des résistances périphériques, des résistances pulmonaires. Donc c'est très schématique, mais ça donne une idée de ce qui peut arriver. En jaune, la courbe normale. Vous voyez, en 24 heures, on est à peu près à 80% des valeurs initiales, et puis ça diminue tout doucement. Mais il peut arriver des choses. Un sepsis, elle reste élevée. Il peut avoir fait une aspiration, un problème pulmonaire, elle remonte. Il peut avoir une cardiopathie au sens large, très très large, et elles peuvent ne pas descendre comme prévu. Donc, méfiez-vous, ces choses-là peuvent se rencontrer. Ici, les pressions pulmonaires d'un nouveau-né à terme. C'est la même étude avec les canaux artériels. Et donc là, ils ont fait un calcul un peu tordu, mais qui vaut ce qui vaut. Ils ont dérivé les valeurs pulmonaires de la pression dans l'artère brachiale et avec l'écho. Mais voilà, vous voyez les pressions systémiques, moyennes et diastoliques pulmonaires qui descendent progressivement jusqu'à 72 heures. Et ce sont des nouveau-nés à terme, en bonne santé, ce ne sont pas des nouveau-nés chirurgicaux. Donc, important d'avoir, au moins dans la première semaine de vie, une échographie cardiaque récente qui vous permette d'évaluer exactement où l'enfant X que vous devez endormir maintenant en est dans cette courbe-là. Ce n'est pas toujours facile à obtenir. Donc, on a parlé de shunt tout à l'heure. Il y a en période néonatale des shunts qui existent aussi et qui sont un peu différents. Vous avez un shunt possible au niveau du canal artériel ou au niveau du foramen ovale qui reste perméable. Et vous avez, comme on vient de le montrer, des pressions de perfusion, des pressions pulmonaires qui restent élevées. Donc vous avez un risque majeur d'avoir à un moment un shunt droit-gauche, soit au niveau du canal artériel, soit au niveau du foramen ovale. Au niveau du canal artériel, si vous avez une hypertension artérielle pulmonaire ou des pressions pulmonaires qui sont plus élevées que les pressions systémiques, donc il y a une grosse hypotension, et hop, ça va dans l'autre sens. Donc le canal qui shuntait gauche-droite, que je vous montrais il y a quelques minutes, si la pression artérielle systémique descend de trop, ben il va s'inverser. Deuxième chose, on peut avoir ça au niveau des oreillettes. Si la pression dans l'oreillette droite augmente par rapport à celle de l'oreillette gauche, ben votre foramen va s'ouvrir et vous aurez aussi un risque de shunt au niveau cardiaque, au niveau intracardiaque. Ça s'exprime comment? Par une hypoxémie réfractaire. Vous avez un petit qui devient tout bleu, vous mettez de l'oxygène pur et ça ne répond pas. Donc, si ça vous arrive, vous devez toujours garder ça en tête si ça arrive.
une hypoxémie réfractaire, il faut essayer de trouver la cause. Et en général, dans la pratique anesthésique, je ne parle pas de réanimation, je parle d'anesthésie, c'est une hypotension artérielle systémique. Étant donné que vous avez ce risque de shunt, gauche-droit ou droit-gauche, il est important de mesurer les saturations en pré- et post-ductal en période néonatale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous mettez une mesure de saturation en préductal, c'est-à-dire la main droite, et une en post-ductal, c'est-à-dire la main gauche, ou mieux, parce que de temps en temps, l'abouchement du canal artériel n'est pas tout à fait classique, au niveau d'un des membres inférieurs. Si la pression post-ductale est inférieure à la préductale, ça veut dire qu'il y a un shunt droit-gauche au niveau du canal artériel. Si les deux sont mauvaises, ça veut dire qu'il y a soit un problème de saturation, soit un shunt au niveau intracardiaque, donc au niveau du foramen. Si ce n'est pas un enfant cardiaque, c'est un enfant, a priori, qui n'a pas de pathologie cardiaque. Un élément qui est important à savoir, et qui est apparu récemment, mais quand on parle avec les néonatologues, on dit « Oh, il shunt un petit peu », et alors, il shunt, oui, et il shunt comment? Oh, un petit peu droit-gauche ou un peu gauche-droite. Il faut savoir si c'est la même chose au niveau du canal et au niveau du foramen ovale, notamment si vous devez prendre en charge une hernie diaphragmatique. Je vous explique. Si c'est un shunt droit-gauche au niveau des deux, donc au niveau du canal artériel et au niveau du foramen ovale, ça veut dire qu'il y a une hyperpression au niveau de la circulation droite et donc ça passe de droite à gauche parce que les pressions pulmonaires sont plus élevées que les pressions systémiques. Mais si vous avez un shunt qui fait droit-gauche au niveau du canal artériel, donc vous avez une hypertension artérielle pulmonaire, mais gauche-droite au niveau des oreillettes, ça veut dire que la pression dans l'oreillette gauche est plus importante que dans l'oreillette droite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond au niveau de votre ventricule gauche. C'est peut-être une hypoplasie du ventricule gauche ou un ventricule gauche qui ne se contracte pas bien. C'est important parce que si vous avez une hypertension artérielle pulmonaire pure, vous allez donner du NO, des tas de choses pour diminuer les résistances vasculaires pulmonaires. Si c'est un problème de ventricule gauche, si vous donnez du NO, vous aggravez les choses. Donc d'un point de vue thérapeutique, c'est important. Là, on a déjà parlé de ça ce matin, de tout à l'heure, avec les pressions artérielles pulmonaires. Je vous le rappelle, c'est un élément important parce que souvent on parle hypertension artérielle pulmonaire, il y a une sorte de réflexe monosynaptique, je donne du NO. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, la pression artérielle pulmonaire, c'est un flux multiplié par une résistance. Un flux élevé, c'est un shunt gauche-droite. Les résistances élevées en période néonatale, ça peut être une vasoconstriction liée à l'hypoxie, une hypercarbie, un problème d'inhalation méconiale par exemple. Ça peut être un problème de vascularisation anormale des vaisseaux pulmonaires, par exemple hernie diaphragmatique ou d'autres malformations pulmonaires où il y a un lit vasculaire pulmonaire qui est trop petit par rapport au lit systémique. Et ça peut être aussi, et on l'oublie parfois, une augmentation des pressions veineuses au niveau du ventricule gauche. Parce que c'est un mauvais ventricule gauche ou parce qu'il y a par exemple une sténose des veines pulmonaires. C'est des choses qu'on peut voir, c'est rare, mais ça peut arriver et c'est important de le savoir avant parce que les implications thérapeutiques sont différentes. Voilà, si c'est un shunt gauche-droit, il ne faut pas mettre de NO, il faut faire tout ce qu'on peut, et on l'a expliqué tout à l'heure, pour diminuer le shunt. Si c'est un problème de résistance, il faut donner du NO ou un équivalent pour diminuer ces résistances. Si c'est un problème de ventricule gauche, il ne faut pas donner de NO, parce que augmenter le retour veineux vers un ventricule qui n'en peut plus, vous devez au contraire aider ce ventricule avec des inotropes. Autre chose, il y a une prédominance vagale physiologique chez ces enfants, même s'ils sont tachycardes. Est-ce qu'il faut donner de l'atropine systématiquement? On a posé la question tout à l'heure. Je pense que non. Parce que vous allez vous retrouver avec un enfant qui sera peut-être trop tachycarde et qui n'aura plus un temps de remplissage suffisant pour remplir ce petit ventricule. Deuxième chose, vous risquez de perdre des signes utiles. S'il passe de 150 à 120, vous allez vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. S'il est à 180 et qu'il est protégé, entre guillemets, par l'atropine, vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui est en train d'arriver et vous allez peut-être avoir le signal que quelque chose ne va pas bien trop tard. Point de vue anesthésique, attention avec les agents halogénés parce qu'il y a une immaturité des barorécepteurs. Donc vous pouvez avoir une chute de tension sans tachycardie.
Ça peut arriver. Ce n'est pas chez tous, parce qu'ils ont tous leurs courbes d'évolution différentes, mais ne vous attendez pas à ce qu'une hypotension soit automatiquement associée à une tachycardie. Ça peut ne pas être concomitant. Et ensuite, le propofol, attention. Attention chez les petits, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est un vasodilatateur profond, ça peut donner des hypotensions qui durent longtemps. Donc en gros, chez un enfant de moins de 10 jours, pas de plus d'1 mg/kg de propofol, parce que sinon après vous devrez passer peut-être à une noradrénaline pour rétablir sa circulation. Et s'il y a un moindre risque de shunt droit-gauche, n'en donnez pas de nouveau, parce que votre chute de tension systémique peut entraîner un shunt droit-gauche plus important. Alors, quelles sont les normes de tension artérielle chez le tout petit? Il y a des ABAC, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est des ABAC qui sont pris chez des nouveau-nés à terme, éveillés ou endormis. Bon, il y a pour à terme, il y a pour les prématurés. Alors, on a tous ce message, mais tant que la pression artérielle moyenne est supérieure à l'âge gestationnel en semaine, c'est bon. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été obtenu par consensus chez les néonatologues, donc il n'y a pas d'évidence scientifique, et que ce n'est valable que pour les 48 premières heures de vie. Donc attention, ce critère-là, bon, on peut s'en servir pour se rassurer, pour avoir une idée, mais en soi, ce n'est pas très solide. Il faut tenir compte, pour bien interpréter une valeur de tension artérielle, il faut aussi tenir compte du contexte et de l'âge. Alors c'est un article qui est consacré à l'hypertension artérielle chez le tout petit. Et vous voyez, ils n'ont pas mis de pression. Ils ont juste mis ici l'âge post-menstruel et le fait que c'est un prématuré ou à terme. Vous voyez, les prématurés, ils partent de plus bas, mais ils gardent une tension artérielle relativement plus basse. Les enfants à terme sont là, et ça c'est un enfant à terme, mais qui a un retard de croissance intra-utérin. Donc vous devez connaître quel est le contexte. Cet enfant est né à terme, pas à terme, il y a un retard de croissance ou pas, et il a quel âge? Et vous voyez, il n'y a pas de valeur. Simplement, il faut essayer d'individualiser les choses. On a aussi parlé des comparaisons entre pression prise par oscillotonométrie, donc le tensiomètre au brassard, et la pression artérielle invasive. Et vous voyez ici, c'est une étude où ils ont comparé, chez les mêmes enfants, les pressions artérielles systoliques, diastoliques et moyennes, en invasif et en non-invasif, avec la méthode de Blunt et Altman. Et vous voyez, il y a une dispersion terrible des valeurs, et ils ont montré qu'il y avait en fait une erreur moyenne, à peu près 25%, qu'on prenne la systolique ou la moyenne, de 25% en trop ou en trop peu. Donc, quand on se base sur un brassard, il faut faire attention, et on va revenir là-dessus tout de suite. Mais en gros, ce qui est important à retenir aussi, c'est quand la tension artérielle systolique était surestimée en cas d'hypotension, et il y avait une tendance à la sous-estimation en cas d'hypertension. C'est simplement des biais des algorithmes qui sont utilisés. Alors, sous anesthésie, ça veut dire quoi? On sait que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Mathilde, chez le nourrisson de moins de 6 mois, sur base soit du Doppler, soit du NIRS, il faut éviter que la tension artérielle systolique descende de plus de 20% en dessous de la ligne de base. Vous voyez ici, on est à 20%, et puis là, ici, davantage. Vous voyez, ça, c'est les groupes moins de 6 mois, au-dessus de 6 mois. Si on descend en dessous de 20%, on a un Doppler intracrânien qui diminue, donc on met l'autorégulation cérébrale en danger. Oui, mais quelle est la valeur de base qu'on va utiliser? C'est une étude intéressante ici, parce qu'ils ont pris 26 nourrissons de moins de 8 semaines, on est presque dans le créneau qu'on veut voir, et ils ont mesuré la tension artérielle en salle, avant l'induction, après l'induction, mais avant l'intubation, et puis à 5 minutes et 10 minutes après l'intubation. Alors vous prenez quoi comme ligne de base? Vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ça, en voyant la grande variabilité. Donc il faut quelque part se décider. Alors peut-être que le mieux, c'est de prendre ce qui a été mesuré en salle, parce que l'enfant est sans doute moins stressé. C'est à vous de décider, il faut aussi avoir la mesure et être sûr qu'elle a été bien faite. Donc, chez l'enfant de moins d'1 mois, quel est le seuil? Je ne sais pas. Il faut tenir compte de la grande variabilité interindividuelle et du contexte. Vous n'allez pas
accepter la même chute de tension artérielle si l'enfant est cardiaque, s'il a une hypertension intracrânienne, s'il a une hypertension artérielle pulmonaire, parce que les conséquences seront différentes. Donc il faut essayer d'avoir un seuil individuel, de dire, voilà, chez lui, sa tension artérielle systolique normale, c'est à peu près, par exemple, 60 mm de mercure, et je peux descendre jusqu'à 40 avant de faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a une hypotension? Il faut avoir, je la mesure au brassard ou en invasif. On ne va pas mettre une tension invasive pour faire une cure de hernie, ce n'est pas ça que je veux dire, mais simplement il faut se mettre en situation. Bon, le brassard, il faut bien le choisir, il faut qu'il soit de taille adaptée, il faut que le brassard soit de la même marque que votre monitorage. Si vous mélangez les brassards et les monitorages, les mesures de compliance, enfin la calibration n'est pas correcte et vous aurez des mesures inexactes. Il faut tenir compte du contexte. Après l'induction, il y a toujours une chute de tension. C'est normal, vous avez donné des médicaments, l'enfant est inconscient, il y a une vasodilatation. Donc il faut se préparer à ça. Et en plus, on ne l'embête pas à ce moment-là. D'habitude, c'est le moment où on fait les chants et tout. Donc quelque part, quelque chose qui est important chez le nouveau-né, garder cet intervalle entre la fin d'induction et l'incision chirurgicale aussi court que possible. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois le moment où le chirurgien dit « je vais prendre une cigarette ». Non, 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 il doit travailler. Pendant la chirurgie, ça peut être de l'hypovolémie, ça peut être le geste chirurgical, ça peut être un surdosage relatif. Ça, c'est vous qui devez évaluer, juger, savoir ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on peut évaluer si cette hypotension est cliniquement importante? Moi, dans ma pratique quotidienne, ce que je fais, si je n'ai pas de mesure invasive et que mon brassard me dit que la tension a descendu, je répète la mesure et je cherche un pouls. C'est maladif, mais j'ai toujours besoin d'avoir un pouls quelque part que je puisse sentir. Si vous sentez un pouls radial facilement, vous ne vous passez pas 3 minutes à vous dire est-ce que c'est un pouls, non. S'il y a ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouls. Si vous le sentez bien, il n'y a pas de souci, on attend la répétition de la mesure. Ça circule bien. Et si vous avez des grosses différences entre les deux mesures, faites-en une troisième. Parce que vous allez choisir quoi, la plus petite ou la plus grande? Si vous n'avez pas de pouls radial, il faut faire quelque chose. Cherchez le pouls huméral. Vous n'avez pas de pouls huméral, il faut faire quelque chose tout de suite. Parce que ça veut dire que vous êtes près du collapsus. N'oubliez pas, chez le tout petit, la fontanelle, vous avez une fenêtre sur la volémie. Une fontanelle qui est déprimée, ça veut dire qu'il y a un retard de remplissage, vous pouvez remplir. Bien sûr, ça ne vaut pas s'il y a une hypertension intracrânienne. Et en fait, vous avez aussi l'ONIRS dont vous pouvez vous servir et qui vous fait un petit peu la somme de la pression artérielle, l'oxygénation, le taux d'hémoglobine et la PaCO2. S'il y a une hypovolémie, vous remplissez rapidement avec deux fois, donc une fois, puis ça répond pas, une deuxième fois 10 ml kilo, une fois. Il ne faut pas commencer à mettre 40, puis 50, puis 60, vous allez simplement diluer l'enfant, peut-être surdistendre son ventricule, et finalement, toute cette eau que vous donnez, dans 1 heure, elle sera dans ces tissus extracellulaires, ce n'est pas un bon service. Donc on peut donner un vasopresseur, on a parlé de l'éphédrine et la noradrénaline, je n'insiste pas. La dopamine, je l'ai utilisée là par intérêt, mais on ne l'utilise plus. Point de vue respiratoire, il y a une immaturité globale de la respiration, une immaturité du contrôle de la respiration et de la musculature. L'immaturité du contrôle de la respiration, ça veut dire que les enfants ont tendance à avoir une respiration périodique. C'est un peu parfois comme un Cheyne-Stokes. Ils augmentent tout doucement la fréquence et l'amplitude, et puis après ça rediminue, puis ils arrêtent pendant quelques secondes et puis ça repart. C'est quelque chose de physiologique chez les prématurés et certains nouveau-nés à terme. Si la saturation reste bien, il ne faut pas s'inquiéter. Au réveil, il faut quand même les tenir à l'œil. Il y a une réponse anormale à l'hypoxémie et à l'hypercarbie. L'hypoxémie, vous avez un enfant qui est hypoxique, il va augmenter sa fréquence respiratoire un tout petit peu et puis il va s'arrêter. L'hypercarbie, souvent, il y a une dépression de la réponse à l'hypercarbie. Donc, si vous avez parfois une PaCO2 à 60, il ne respire pas. Donc, ce qu'il faut parfois faire, c'est de ventiler gentiment et refaire redescendre la PaCO2 jusque vers 45. Et là, allez voir cet enfant qui est
toujours au même stade d'anesthésie, donc qui est en train d'être réveillé, qui a toujours par exemple 0,2 de sévoflurane expiré, d'un coup il va se mettre à respirer parce que sa PaCO2 a redescendu. Donc c'est quelque chose auquel on n'a pas l'habitude chez l'adulte. Alors c'est aussi des muscles, il y a peu de fibres de type 1 dans le diaphragme, donc c'est un diaphragme qui se fatigue rapidement. Et notre job, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fatigue respiratoire. Donc un des défis qu'on a, c'est de ne pas laisser trop longtemps un enfant en respiration spontanée sur une sonde endotrachéale parce que c'est extrêmement fatigant. Imaginez que vous respirez à travers une paille, c'est à peu près la même chose. C'est très fatigant quand on n'a pas les muscles qu'il faut pour ça. Quelque chose d'intéressant à connaître, c'est le réflexe paradoxal de Head. C'est l'inverse du Hering-Breuer. Donc Hering, je ne vais pas vous poser la question à cette heure-ci, mais en fait, d'habitude, quand on inspire, il y a des récepteurs intrabronchiques qui sont stimulés, qui disent à notre tronc cérébral, il est temps d'arrêter, sinon tu vas tout faire péter, et donc on arrête d'inspirer. Chez les nouveau-nés, et pendant quelques premières semaines de vie, quand on fait une insufflation lente des poumons au ballon, lente, d'un coup l'enfant va se mettre à respirer quand il a un apnée. Donc c'est un truc qu'on peut utiliser. Vous avez votre petit qui vient d'être extubé, il va bien, puis il arrête de respirer. Essayez ça, vous. Attendez, donnez-lui quand même 5 ou 10 secondes, peut-être qu'il va repartir tout seul, mais sinon, au masque, un tout petit peu ventilé. Vous augmentez un tout petit peu. Ce n'est pas une manœuvre de recrutement, vous faites un tout petit peu monter le thorax, et puis vous attendez, vous allez peut-être faire ça une fois ou deux, puis vous allez voir, hop, c'est reparti. Il faut parfois le répéter quelques fois, mais ça peut vous éviter éventuellement une réintubation. Quelque chose dont on a parlé aussi, c'est le fait que le volume de fermeture des voies aériennes rentre dans le volume courant chez les tout-petits, et donc il y a une tendance à la fermeture des voies aériennes, et comme on l'a dit, pour éviter ça, ils utilisent le frein glottique. Donc ils ferment leur corde vocale en expiration. Donc vous connaissez tous le grunting des bronchiolites. C'est juste l'exagération de ce mouvement-là. Quand vous les avez intubés, ça disparaît, donc il faut mettre une PEP, c'est sûr, mais quand vous l'extubez, il faut y mettre une CPAP aussi pour rassurer le relais. Gardez les voies aériennes ouvertes, gardez les cordes ouvertes, et puis voilà. Si vous laissez le thorax non insufflé, vous allez avoir une désatélectasie, une perte de compliance et donc un travail respiratoire qui va augmenter. Donc vous devez, cet enfant qui respire, lui garder les voies aériennes ouvertes jusqu'à ce qu'il retrouve son réflexe de frein glottique. Comment est-ce qu'on sent ça ? C'est un peu un test d'essai et d'erreur. De temps en temps, vous aurez la chance, quand vous tenez votre masque, de sentir une sorte de frémissement au niveau des cordes vocales, au niveau du cou. Un peu comme une fistule artério-veineuse, mais en moins fort. Il faut bien faire attention, si c'est un frémissement expiratoire, c'est ce frein glottique. Si c'est un frémissement inspiratoire, c'est un stridor, il ne faut pas confondre. Mais si vous sentez au niveau des cordes, c'est très bien. Ça veut dire qu'il est en train de récupérer son frein glottique, vous pourrez bientôt lui rendre son autonomie. Un peu de monitorage, attention avec l'oxymétrie de pouls. On oublie souvent, on a l'habitude des valeurs chez l'adulte, qu'en fait, chez le tout petit, ce n'est pas la même chose. Il y a l'hémoglobine fœtale qui est là, plus de 80% à la naissance, donc vous avez une courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine qui est déviée vers la gauche. Et en plus, ils ont l'hémolyse physiologique. Et quand on regarde la physiologie, chaque fois qu'on produit une mole de bilirubine, on produit une mole de CO. Donc ils ont une carboxyhémoglobine élevée, parfois jusqu'à 10%. Et la carboxyhémoglobine est lue comme de l'oxyhémoglobine par les pulses oxymètres. Donc attention, vous pouvez avoir une hypoxémie importante malgré une SPO2 qui a l'air correcte. Vous allez me dire, il a eu l'habitude, il était en période fétale. Oui, mais dans votre arbre décisionnel, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas non plus aussi le délai de réponse de votre oxymètre. Le chiffre qui est affiché, c'est le résultat d'un calcul qui est moyenné régulièrement. Et suivant le moyennage qui est intégré dans l'algorithme, vous pouvez avoir un retard de réponse de 2 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Et donc souvent, si vous n'avez pas fait attention à ça, au moment où vous voyez une désaturation, il est déjà beaucoup plus désaturé que vous ne le croyez parce qu'en fait, il y a le retard de la réponse qu'il faut prendre en compte. Donc simplement ici pour illustrer, vous voyez la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Donc
premiers jours et puis à plusieurs mois. Et vous voyez qu'une saturation à 90%, ça veut dire une PaO2 à 40 mm de mercure au premier jour de vie, 45 à 50 à un jour de vie et 50 à 3 semaines de vie. Il faut tenir compte de ça dans vos arbres décisionnels et dans l'IFO2 que vous utilisez. On a parlé déjà du NIRS souvent, c'est un instrument très très utile en cas de chirurgie invasive ou de d'autres procédures invasives chez un tout petit parce que ça fait l'intégration de toutes les choses importantes pour le débit sanguin cérébral, l'hémoglobine, la PaO2 artérielle et veineuse, la PaCO2, il faut éviter d'hyperventiler parce que ça fait une vasoconstriction cérébrale, la pression de perfusion cérébrale et la consommation d'oxygène. Ça vous permet éventuellement d'individualiser le seuil de l'autorégulation de ce cerveau. Quelques aspects techniques pour l'équipement. Une sonde sans ballonner si l'enfant est à moins de 3 kg pour éviter des dégâts au niveau sous-glottique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, connaître votre respirateur et ce qui compense la compliance des tuyaux et du circuit. Est-ce qu'il y a une interruption des gaz frais pendant la phase inspiratoire? Tous les respirateurs modernes qu'on a en salle font ça. Et quand vous allez travailler ailleurs, vous avez un respi que vous ne connaissez pas, assurez-vous de ça. Attention, la capnographie, il faut faire un prélèvement le plus distal possible. C'est toujours le plus proche possible de la sonde endotrachéale. Dans le temps, on avait des prélèvements dans la sonde endotrachéale, mais on a arrêté parce que ça se bouchait tout le temps. Mais donc, idéalement, il faut faire le prélèvement au niveau du raccord entre la sonde et le circuit. Et il faut aussi tenir compte du temps de réponse du capnogramme. Si vous avez des salles où on fait de tout, vous avez parfois une rallonge de prélèvement qui fait 2,50 m. Et donc votre délai de réponse, il peut faire 10-15 secondes. Ce qui veut dire que par exemple, vous intubez, et puis on ausculte, et puis vous attendez, et vous voyez qu'il n'y a pas de capno. Il n'y a pas de capno parce que le CO2 n'est pas encore arrivé. Donc méfiez-vous, tenez ça en compte pour éviter d'extuber un enfant qui était intubé. Donc il faut s'habituer à ça pour éviter ce genre d'erreur. C'est un petit peu angoissant d'attendre le capno, mais si vous avez une bonne auscultation, vous avez déjà ça. On peut aussi avoir une fausse réinspiration. Une fois qu'on est au-dessus de 30 de fréquence respiratoire, souvent on a une ligne de base du capnogramme qui est un peu élevée. Alors ce n'est pas une vraie réinspiration, c'est simplement du fait de la longueur de la ligne de prélèvement, mais vous avez la courbe n'a pas le temps de revenir à la ligne de base avant qu'il y ait déjà une nouvelle courbe qui arrive. Donc ne regardez pas votre chaussodé et tout ça, c'est un artifice de mesure. Ventilation, on en a parlé beaucoup tout à l'heure. Bon, barotrauma, volotrauma, voilà, ça c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas rien de changé. Bien sûr, une PEP, évitez l'hyperventilation parce que ce n'est pas bon pour le cerveau. Et pour ma part, j'adopte toujours un rapport I sur E de 1 sur 1,5. Ça permet de garder les poumons ouverts. C'est beaucoup plus proche de la ventilation, de la physiologie, de la respiration chez le tout petit, qui respire vite pour garder les poumons ouverts, comme on l'a dit tout à l'heure. Et parfois, si ça ne va pas, il faut aller à 1 sur 1. Et vous allez voir, faites l'exercice. Si vous faites une ventilation avec un rapport 1 sur 2, et vous mettez en pression contrôlée avec une certaine pression, et puis vous passez de 1 sur 1,5 avec la même pression, vous allez voir que vos volumes vont augmenter. Et c'est logique parce que vous avez augmenté votre temps respiratoire. Donc la pression monte au même niveau, mais plus lentement, et donc vous allez recruter plus d'alvéoles. Donc c'est un moyen simple, parfois, de pouvoir ventiler aussi bien en diminuant les pressions d'inspiration. Alors le volume, idéalement, on voudrait utiliser le mode pression contrôlée avec un volume garanti, mais on n'a pas tous ces respirateurs-là. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la ventilation pendant une intervention, c'est un phénomène dynamique. Ça change tout le temps. Alors, comment est-ce qu'on commence? Avec quelle valeur? Il faut commencer bas. Il faut commencer avec des valeurs assez basses, parce que si la compliance est bonne, vous allez avoir une bonne ampliation. Et vérifier les mouvements du thorax et l'auscultation. Si votre thorax bouge bien, que vous avez une auscultation bien claire, c'est OK. Il ne faut pas faire une hyperinflation, juste le thorax qui bouge, c'est OK. On veut éviter l'hyperventilation.
Et vous pouvez prendre comme cible au niveau de la saturation pour déterminer votre FiO2, quelque chose entre 95 et 98 chez l'enfant à terme et entre 80 et 95 chez le prématuré. Mais attention, ça dépend du contexte. Si vous vous lancez dans une intervention où il y aura une compression du thorax et des choses comme ça, il vaut parfois mieux se prendre une petite réserve, mettre une FiO2 un peu plus importante, quitte à avoir 100% de saturation pour éviter des désaturations itératives qui sont peut-être plus délétères qu'une légère surestimation. N'oubliez pas que le CO2 expiré sous-estime toujours la PaCO2. Et donc, si on a une mesure de CO2 transcutané, c'est toujours un bon point. Vous voyez ici, c'est une étude qu'on a déjà montrée tout à l'heure, mais d'un autre point de vue. Donc, c'est 26 nouveau-nés sous anesthésie générale, à peu près 3 kg, ventilés avec un ESIS. Donc, c'est pas mal, c'est un beau respi qui est fait pour ça. Et vous regardez ici tous les changements qu'ils ont dû faire en termes de pression inspiratoire de FiO2 et les variations de CO2 expiré qu'il y a eu pendant ces interventions. Donc, en fonction de ce que le chirurgien fait, de la curarisation, de ce qu'on rentre ou on sort les intestins de l'abdomen, il y a des changements de compliance abdominale et thoracique et il faut adapter la ventilation. Si vous ne le faites pas, vous allez arriver à des épisodes soit d'hyperventilation, soit d'hypoventilation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut être attentif à tout ce qui se passe au niveau chirurgical. Pour l'induction, préoxygénation, 80% comme on l'a déjà dit. S'il vient de néonat ou quoi, il y a toujours un retard de remplissage. Donc, moi, pour éviter l'hypotension post-induction, c'est parfois prudent de mettre 5 ou 10 ml/kg maximal de pré-remplissage. Et puis, vous mettez en intraveineux une petite dose de morphinique. Le propofol, vaut mieux pas, plutôt kétamine, étomidate ou thiopental si vous en avez encore, un curare, et puis vous ventilez gentiment avec une pression cricoïdienne si vous voulez, mais elle doit être douce, il ne faut pas écraser la trachée, et puis vous intubez. Bien sûr, si il y a une fistule œsotrachéale, on ne va pas ventiler, et s'il y a une intubation difficile, on va laisser l'enfant en ventilation spontanée pour avoir une sécurité en cas de souci. Le morphinique, choisissez celui que vous connaissez le mieux, que vous manipulez le mieux. Attention, il faut injecter lentement, parce que souvent, si on injecte trop vite, vous risquez d'avoir une rigidité thoracique. Et c'est terrible, parce qu'ils sont très difficiles à ventiler, et ça peut durer 1 minute ou 2. Alors, on sait maintenant que ce n'est pas au niveau du thorax que ça se passe au niveau du larynx. Et donc, évitez ça, injectez lentement, pour éviter cette rigidité thoracique que vous pouvez éventuellement voir si vous faites de la cardio-adulte quand on donne des grosses doses de sulfate. Alors, l'effet hémodynamique est un peu plus rapide que chez les plus grands enfants ou les adultes parce qu'il y a un débit cardiaque qui va plus vite. Alors, pour terminer, un tout petit mot sur l'intubation. Ce n'est pas la même chose que chez le grand enfant. Première chose, si vous avez mis un rouleau pour l'induction, pour dégager les voies aériennes, il faut l'enlever. Il faut mettre la tête en position neutre. On a souvent tendance à la mettre en position de reniflement. Et qu'est-ce qu'on fait? On surélève une glotte qui était déjà en haut. Ce n'est pas le bon truc. Laissez en position neutre. Et puis vous tenez votre laryngoscope d'une façon différente. Au lieu de tenir au niveau du manche, vous le tenez au niveau de l'articulation entre le manche et la lame, de façon à pouvoir utiliser votre petit doigt pour pousser sur le cartilage thyroïde. Vous voyez ici, c'est avec un vidéo laryngoscope, il montre ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on voit, on voit l'épiglotte. Et puis là, en poussant avec le petit doigt, on voit tout. De temps en temps, vous ne verrez rien du tout. Vous verrez que les aryténoïdes et l'épiglotte. Vous devez passer entre les aryténoïdes et l'épiglotte. N'essayez pas de tout voir, parfois vous n'y arriverez pas et vous risquez de perdre beaucoup de temps en laryngoscopie. J'ai été élevé quand il n'y avait pas encore de saturomètre. Alors j'ai pris l'habitude, quand j'intube, mais encore je le fais maintenant, de me mettre en apnée pendant que j'intube. Et comme ça, je me dis, quand moi j'ai besoin d'oxygène, lui aussi. Alors on triche toujours. On reprend une fois au milieu, parce qu'on est dans notre tunnel, comme on disait. Mais c'est quelque chose d'important à garder en tête, parce qu'il peut avoir un retard de mesure de la saturation. N'oubliez pas, la trachée est courte. La distance des cordes vocales à la carène, c'est 3 à 5 cm. Donc on est très vite trop loin. Et toucher la carène, ce n'est pas un bon truc, parce que vous allez provoquer un bronchospasme.
vous allez provoquer une augmentation des pressions intrapulmonaires, c'est pas bon, c'est pas le bon moment. Donc, essayez de ne pas aller trop loin. Et un bon truc, c'est de regarder, faire en sorte que le diamètre interne de la sonde soit la même distance que celle qui est au niveau des cordes vocales. Donc une sonde 3 cm, une sonde 4 cm. Alors le problème, c'est le réveil. Donc c'est toujours un défi. On veut qu'il soit extubé à l'éveil complet pour avoir un bon tonus des voies aériennes supérieures et en même temps le laisser aussi peu de temps que possible en respiration spontanée sur une sonde endotrachéale. Donc il faut trouver le bon moment. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend au chevet du patient en salle. Et le plus important, c'est de mettre une CPAP au masque facial dès que la sonde est enlevée. Vous avez fait une petite manœuvre de recrutement avant l'extubation, avant les manœuvres d'extubation, et puis vous enlevez la sonde, une CPAP au masque pour de nouveau compenser la perte du frein expiratoire et garder les voies aériennes ouvertes. Donc pour conclure, une anesthésie néonatale, c'est toujours un défi, même si c'est un petit bébé qui est en bonne santé. Si la condition clinique du patient le permet, c'est toujours mieux d'attendre 12 à 24 heures. Parfois, les chirurgiens sont pressés, mais il n'y a pas d'urgence. Ça permet d'avoir une maturation au niveau cardiovasculaire, d'avoir des pressions pulmonaires qui diminuent, d'avoir peut-être un canal qui se ferme. Il faut avoir une équipe expérimentée. Donc il faut avoir des chirurgiens expérimentés, des aides expérimentées, des aînés qui peuvent vous aider s'il y a un souci. Et n'oubliez pas, on parle toujours de l'effet des agents anesthésiques sur le développement cérébral et on n'en sait toujours rien, en fait, s'il y a un effet ou pas, mais que probablement la personne la plus dangereuse pour cet enfant, c'est peut-être vous. Donc préparez bien votre anesthésie, essayez d'intégrer tout ce que j'ai dit pour que ça se passe le mieux possible. Merci pour votre attention.